Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous poursuivons aujourd'hui la confrontation des domaines publics et privés. Qu'est-ce qui relève dans la loi, dans la Constitution, dans les principes de ce qui est du domaine privé, de ce qui est du domaine public? Dans le champ, par exemple, de la propriété. Un des exemples. Nous avons déjà abordé cette problématique dans une première émission à laquelle nous ne sommes pas parvenus à une conclusion, je dirais, vraiment. Nous avons alimenté le débat, mais nous n'avons pas fait de manière conclusive. Jean-Charles va nous présenter aujourd'hui une deuxième partie de cette confrontation publique-privée, qui va peut-être nous donner des armes, en s'élevant peut-être à un niveau philosophique supérieur, pour nous donner des armes, des critères, des discriminants permettant de nous guider. Jean-Charles, je te cède la parole. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, nous avions survolé le problème du droit privé et du droit public. Dans un premier temps, je vais essayer de me cantonner à la notion de droit, dans cette opposition public et privé, mais on va voir que le public et le privé ne s'opposent pas ou ne sont pas dans un diptyque exclusivement au niveau du droit. Et c'est là qu'on va rentrer plus dans le détail. Donc, on avait listé, mais il suffit de trouver sur les sites Wikipédia et autres des sites qui séparent en colonnes les différents domaines du droit privé et les domaines du droit public. Et nous avions parlé à travers ces colonnes, en fait, d'un terme qui est appelé en droit la summa divisio, c'est-à-dire la distinction du droit public et du droit privé, qui repose sur l'idée que la nature des intérêts en présence justifie l'application de règles juridiques différentes au droit public, qui est constitué des règles qui ont pour objet l'organisation de l'État et des collectivités publiques et qui gouvernent les rapports avec les particuliers. Les rapports du public, de l'administration avec les particuliers. Et le droit privé est constitué de règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux et avec les collectivités privées entre elles, ou particulier avec collectivité. Enfin, tout ça, c'est le privé. Ça, on l'a vu dans la première partie, mais il est utile quand même de resituer la chose, pour quelqu'un qui prendrait les choses en cours. La dichotomie présuppose une distinction plus générale des sphères du public et du privé. C'est là qu'on va donc sortir du droit, bien qu'on va y rester quand même pendant un petit moment. Alors, d'un côté, la sphère privée siège des intérêts particuliers fondés sur la libre initiative individuelle et structurée autour des rapports d'interaction entre les individus et les groupes. Elle est placée sous le signe de la liberté. Chacun a la possibilité de poursuivre ses propres finalités en décidant des formes et des limites de ses engagements. Par contre, de l'autre, la sphère privée, porteuse de l'intérêt général, chargée de la gestion des fonctions collectives et condensant les rapports d'autorité et de contrainte. Elle se fonde sur l'idée que l'ordre et la totalisation permettent à la société de parvenir à l'intégration, de réaliser son unité en transcendant les particularismes individuels et en dépassant les égoïsmes catégoriels. Donc, à travers le prisme du droit, la distinction publique et privée acquiert tous les attributs d'une réalité objective, au point que la distinction entre droit public et droit privé remplit une fonction de marquage de l'espace social, en le distribuant de part et d'autre d'une frontière juridique. Voilà, il y a vraiment ça va jusque dans la... on atteint un niveau concret de ces formulations qui paraissent parfois un peu juste cérébrales et intellectuelles. On en arrive à des conséquences vraiment concrètes dans la vie de tous les jours. Et elles ont pour effet, ces distinctions, de définir la position que les uns et les autres occupent dans la société, le statut qui est le leur, les règles qui leur sont applicables.
Voilà, ça c'est juste pour dire que le droit vraiment descend dans la réalité et dans le concept même qu'on se fait de soi-même ou qu'on se fait de tel ou tel objet juridique. Par contre, on assiste, et on avait abordé le sujet, on assiste à une hybridation. Non pas, là, on avait parlé de droit mixte. Bon, je sais que Christian l'avait un peu contesté, cette notion. On avait parlé de droit pénal et de droit social qui étaient considérés comme des droits mixtes. C'est-à-dire que selon le caractère de l'affaire, un tribunal des conflits était habilité à orienter tel jugement vers la filière judiciaire ou vers la filière administrative. C'est-à-dire le traiter comme une affaire privée ou le traiter comme une affaire administrative, donc publique. Par contre, bon, là, on peut laisser de côté cette histoire de mixité, bien qu'il faut la garder à l'idée. Je crois qu'on peut aussi y ajouter quelques parties en droit mixte, quelques parties du droit immobilier qui peuvent aussi être, c'est après avoir travaillé un petit peu sur le sujet, on peut constater qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mixtes dans le droit immobilier aussi. Mais enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas l'objet toujours. Et donc, je voudrais parler d'un phénomène d'hybridation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de choses qui sont considérées comme uniquement privées ou uniquement publiques, d'un point de vue du droit, il y a une sorte d'hybridation. Alors, on assiste, à mesure que le mythe de l'intérêt général a perdu de sa force, à un double mouvement de publicisation, c'est-à-dire rendre public, du droit applicable au rapport privé et de privatisation du droit applicable à la gestion publique qui témoigne d'un phénomène d'hybridation. Voilà. Les valeurs respectives attachées au public et au privé tentent à se rapprocher, entraînant un véritable métissage des cultures propres à chacune des deux sphères. Bon, ça, pour l'instant, j'en suis à des affirmations, donc il faut que je prouve et que je prouve ce que je dis et que j'argumente. On a déjà parlé d'échanges et d'interactions, d'interpénétration entre les droits publics et le droit privé. Donc là, je reviens à cette histoire de droit mixte dont je viens de parler. On a aussi déjà constaté le paradoxe du tiers jugeant dans le fonctionnement du droit privé. Le tiers jugeant étant la nécessité qu'une tierce personne, et en général c'est donc le public ou une entité administrative, qui va intervenir dans le déroulement d'un règlement authentiquement privé. Par exemple, avant le contrat, il y a la préexistence des lois et des règles que le privé va devoir prendre à son compte, mais ça aura été le cadre même du contrat, ça va s'appuyer sur des lois et des règles qui ont été édictées malgré tout à un niveau public. Ça, c'est avant le litige. Au moment du litige, il y a l'encadrement juridique, et là encore, le public intervient dans la gestion d'une affaire qui devrait se régler peut-être même de gré à gré. Eh bien non, le juridique vient s'occuper de la chose au moment du litige et même après, au moment de la garantie de l'administration de la sanction s'il y a donc sanction. C'est-à-dire qu'on voit que même à l'intérieur de quelque chose qui devrait généralement se passer, et dans la conception un peu intellectuelle de la chose, au niveau du droit privé, un règlement de gré à gré entre deux personnes avec une relation horizontale, on avait aussi parlé de ça, de la relation horizontale qu'il y avait dans le privé, eh bien, elle est faussée par l'iniction de l'administration publique, même si elle ne fait pas valoir authentiquement ces valeurs publiques dans la gestion du conflit. Elle intervient avant, comme je l'ai dit, avec les lois et les règles, pendant avec l'encadrement juridique et après avec l'administration de la sanction. Donc on voit que même le privé, à partir de cette notion de tiers jugeant, c'est comme ça que je l'ai appelé, on voit que le privé n'est pas, le règlement n'est pas purement privé. Alors on a donc l'hybridation du privé aussi,
avec l'idée que les entreprises sont appelées à intégrer dans leur stratégie des préoccupations relevant de l'intérêt général. Donc, je suis tombé sur des articles qui rentrent dans le détail. Idée de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, est désormais admise. Donc, il y a une date d'une loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dire la loi Pacte, a ainsi complété la définition de l'entreprise donnée dans l'article tel du Code civil en précisant que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité. C'est-à-dire que là, on voit déjà que le privé doit faire office et prendre à bras-le-corps un certain nombre de concepts qui relèvent plutôt de l'intérêt général et du public. Un basculement plus important est opéré à partir du moment où l'entreprise devient une société à mission. Donc on voit les notions, et là on les connaît depuis un bon moment, les sociétés d'utilité publique et associations d'utilité publique, poursuivant d'autres finalités que la recherche du profit en se donnant des objectifs sociaux et environnementaux. Elle est dès lors amenée non plus seulement à prendre en compte, mais encore à prendre en charge l'intérêt général. Quant aux entreprises relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire, elles visent explicitement à la recherche d'une troisième voie entre le marché et l'État. Donc là, on assiste vraiment à cette hybridation. Les grandes entreprises se sont vues par ailleurs imposer en 2017 un devoir de vigilance en vue de prévenir les atteintes envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement. C'est-à-dire qu'on voit dans les entreprises, encore une fois, on enfonce le clou d'année en année. Donc les lois qui sont citées dans l'article sont progressives au niveau des dates et on arrive à des dates tout à fait récentes où donc elles sont amenées à gérer des questions qui relèvent plutôt de l'intérêt général. Elles sont tenues d'établir un plan de vigilance comportant les mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes. Ce plan doit comporter une cartographie des risques, des procédures d'évaluation régulières, un mécanisme d'alerte et des dispositifs de suivi. Donc là, je vous lis un petit peu cet article qui rentre un petit peu dans le détail. Dans le prolongement de ces nouvelles astreintes envers les entreprises, des groupes, des associations, la famille et l'individu lui-même sont, de façon de plus en plus insistante, sommés de respecter des directives inspirées par le souci de l'intérêt général, aux dépens de leurs économies intrinsèques qui consistent en premier lieu d'assurer leur subsistance et leur autonomie. Ainsi, des injonctions environnementales, sanitaires, sociétales, morales viennent interférer et parfois compromettre jusqu'à la satisfaction de leurs besoins primaires et vitaux. Voire, par exemple, des commerces poussés à la faillite et au dépôt de bilan pour n'avoir pas respecté des normes environnementales. C'est-à-dire qu'on arrive à une incursion d'obligations d'intérêt général public dirigé vers le privé, instillé dans le privé et même dirigé contre le privé d'une certaine façon au bout du compte. La libre initiative individuelle a agrémenté de gré à gré et de relations contractuelles horizontales l'idée que chacun a la possibilité de poursuivre ses propres finalités en décidant des formes et des limites de ses engagements ont été sapées par le mouvement de publicisation du privé. Donc ça, c'est le mouvement d'hybridation du public vers le privé. Mais on a aussi des phénomènes inverses qu'on peut donc traiter en tant qu'hybridation du public. Du côté public, le duo, alors là aussi cet article rentre et cite certaines dates, certaines lois, certaines étapes. Le duo invocation de l'intérêt général et respect de la légalité a dû accueillir à partir des années 60 une nouvelle partenaire qui est l'efficacité. Donc, le concept de management public fut un compromis éphémère puisqu'à la fin des années 90, le New Public Management, d'inspiration thatcherienne, imposa la conviction que le particularisme du public ne justifiait pas qu'il s'affranchisse des principes de gestion en vigueur dans le privé. Et on voit cette espèce de mouvement qui veut que le privé devienne efficace, rentable, etc. C'est ce qu'on va voir dans les quelques lignes qui vont suivre. Depuis la culture de la performance, fondée sur le principe de la gestion des résultats,
par les résultats, prévaut et participe du brouillage entre les valeurs respectives publiques et privées. Le particularisme des règles de droit public tend à s'estomper aussi. Tout se passe comme si le droit privé était conçu comme le droit de référence sur lequel le droit public était invité à s'aligner dans toute la mesure du possible. Les supposées intentions de simplification des procédures administratives vont systématiquement dans ce sens. On se souvient de la simplification hollandienne, etc. Les aspects dérogatoires du droit administratif ont été progressivement réduits dans une série de domaines. Donc, par exemple, les réformes successives du Code des marchés publics ont assoupli les procédures et les critères de passation et introduit davantage de transparence et de concurrence. Le nouveau Code général de la propriété des personnes publiques a paradoxalement réduit le champ d'application de la domanialité publique tout en légitimant une gestion plus rentable, une dissonance dommageable aux règles classiques et à la domanialité publique. Le droit de la responsabilité administrative des tribunaux judiciaires, le statut des des coupures. Le recours généralisé à la sous-traitance, le droit privé, dans des activités de service public entretient la confusion et le recul des prérogatives attachées au statut de fonctionnaire de service public. Les fonctionnaires sont de plus en plus exposés à titre individuel dans leur travail sans que leur statut ne représente plus une garantie protectrice. Les professeurs, les instituteurs, les préposés des postes, les pompiers, tout ça, c'est la sape de l'autorité et le lâchage de la hiérarchie administrative. Les juridictions européennes aussi accompagnent la remise en cause des particularismes des systèmes de juridiction administrative nationaux, privilégiant un alignement sur la justice ordinaire. Enfin, la logique de performance, c'est vraiment très important, a joué un rôle prépondérant dans ces mutations du droit administratif, comme la problématique de la qualité, au départ introduite comme une simple démarche managériale, s'est banalisée au point d'induire une juridicisation progressive, interne et externe, en devenant l'un des éléments du régime de service public. C'était par exemple la politique du chiffre. Ce n'est plus un conseil managérial, ça rentre vraiment dans les chiffres et dans l'administration du service public. La remise en cause des rigidités du statut de la fonction publique a conduit à la mise en œuvre d'une gestion des ressources humaines, passant notamment par une meilleure évaluation et prise en compte des performances des intéressés. Au niveau supérieur, la logique de performance a conduit la juridiction administrative à intégrer des notions telles que le principe managérial coût-avantage, donc il y a des jurisprudences qui sont citées, ou le renforcement de l'efficacité du contrôle juridictionnel. Bon, je vous passe tout ça, et donc l'exigence de performance a aussi conduit à l'adoption de toutes sortes de réformes structurelles à l'endroit de la juridiction administrative et de la sphère publique en général, visant à améliorer qui des modalités de fonctionnement, qui des modes d'action publique, ou encore à transformer leur architecture administrative, jouant souvent de mimétisme avec les arcanes organisationnels des entreprises privées. Voilà pour cette hybridation qui va, parfois je suis un peu parti du droit, mais on voit que ça s'étend à l'administration des services publics, etc. Il y a une espèce d'hybridation dans les deux sens. Pour l'instant, on ne sait pas qui a gagné, qu'est-ce qui est le plus profitable ou le plus regrettable, mais toujours est-il qu'on voit que les choses ne sont pas si nettes que ça et qu'il y a un vrai mouvement. C'est un phénomène. On arrive à la deuxième partie et principale partie de mon exposé, ça relève d'un phénomène de civilisation. Voilà. Alors, en fait, il y a 4 axes pour penser cette distinction entre le public et le privé. L'axe du pouvoir public face à la personne privée. Deuxième axe, l'axe de l'espace public face au domicile privé, aux enceintes fermées ou semi-fermées. Troisième axe, le débat public face à l'opinion privée ou l'opinion individuelle.
Et quatrième axe, l'intérêt public ou l'intérêt général face à l'intérêt privé. Ce sont ces quatre axes qu'on peut explorer pour comprendre un petit peu jusqu'où ça va. Donc, il y a des phénomènes de brouillage parce qu'il y a des parties un peu intermédiaires, il faut quand même les citer. C'est-à-dire que on a, par exemple, s'agissant du pouvoir, il faut parler quand même des zones d'hybridation naturelle, enfin des zones intermédiaires, on va dire. C'est pas d'hybridation, intermédiaire, en parlant de l'Église qui a conservé sa forme de pouvoir, et ou alors parler des réseaux d'influence comme les sectes, la franc-maçonnerie, les clubs, etc. C'est-à-dire que le pouvoir, entre le pouvoir tel qu'on peut l'imaginer et et ses réseaux d'influence. De la même façon, sur les espaces, on a l'espace privé qui est en vis-à-vis du domicile privé, l'espace public qui est en vis-à-vis du domicile privé. On a des lieux intermédiaires, tantôt semi-ouverts, c'est-à-dire les hôpitaux, les commerces, les théâtres, écoles, tribunaux. En fait, en définitive, les ERP dont nous a parlé Christian la dernière fois, et des lieux semi-fermés, comme les entreprises ou les prisons. Ce ne sont pas non plus purement de l'espace public, mais c'est un espace qui accueille plusieurs personnes et ce n'est pas non plus le domicile privé. Donc, on voit cette notion d'intermédiaire à cet endroit. Sur les débats, bon, on a donc le débat public qui est soi-disant l'apanage du Parlement et de ces notions-là, mais on a à différents endroits des salons littéraires comme on a pu le vivre au XVIIIe siècle, mais on a la persistance des congrès, des colloques, des conférences, etc. et aussi l'activité bouillonnante sur les réseaux sociaux. Donc, les débats, c'est encore une chose un petit peu particulière avec beaucoup de formes intermédiaires. Ensuite, l'intérêt. Alors, on a donc des corps intermédiaires entre l'intérêt public et l'intérêt privé. On a des corps intermédiaires comme les partis, les syndicats, les chambres de commerce, les corporations, etc., qui, elles, peuvent aussi faire valoir d'autres intérêts. Donc, sur ces quatre axes qui ont été retenus pour la démonstration, eh bien, il y a des endroits intermédiaires qui vont à la croisée de ce qui va suivre, peut-être parfois être à envisager et se baser sur les diptyques de départ, c'est-à-dire que les axes du pouvoir personne privée, espace public, domicile privé, débat public, opinion individuelle, intérêt général et intérêt privé. Donc ce sont ces quatre points de vue qu'on va explorer. Donc on assiste parfois à des OPA agressifs dans un sens comme dans un autre. Comme dans l'hybridation dont j'ai parlé, on a des OPA de l'intérêt public, du public vers le privé et inversement. Donc, on a, par exemple, s'agissant de la fragilité des barrières protégeant le public des assauts du privé. On a la corruption, qui signe la trahison de l'intérêt public au gré d'intérêts privés. On a la culture du leader, la personnalisation du pouvoir, et là c'est pour le chapitre pouvoir. On a donc une entité privée qui peut s'accaparer le pouvoir public, d'une certaine façon. On a la privatisation des espaces, c'est-à-dire qui opère un rétrécissement de l'espace public. On va le voir plus tard, à quel point, par exemple, les partenariats publics-privés, la captation par le privé des missions publiques comme les musées, les écoles, les universités, il y a une sorte d'entrisme parfois du privé sur des espaces publics. Ensuite, on a aussi l'appropriation par les médias privés du débat public à des fins mercantiles, audimat, placement de produits, promotion de secteurs économiques ou d'influence, pression sur les acteurs politiques, monétisation de la puissance de feu des médias, qui vise la monopolisation et la privatisation du débat public. Et constatons qu'à l'inverse, on a aussi des vulnérabilités de la frontière préservant le privé des assauts du public. Donc, en général, ils sont dus à des gestes de coercition erratique. C'est-à-dire, on a, par exemple, alors, là, les différentes choses
peuvent même changer d'axe entre intérêt, pouvoir, espace et débat. On va voir la confiscation, par exemple. Là, c'est le public qui va se mettre en place de pouvoir confisquer des choses au privé. C'est-à-dire l'expropriation, la suspension des soignants, la sape du droit syndical, l'obstacle à l'accès aux mandats électifs, emprise du pouvoir juridique, etc. Donc là, on a donc le public qui, lui, reprend du poil de la bête par rapport à tout ce que je viens de dire. On a sa capacité de confisquer d'un point de vue des intérêts, mais de circonscrire d'un point de vue de l'espace. Les arrestations préventives, l'interdiction de manifester, etc. Là, ça suspend la liberté individuelle. On a, d'un point de vue du pouvoir, la dénonciation. Surveillance des réseaux, écoute téléphonique, caméras de surveillance, reconnaissance faciale, etc. Là, ça expose des parties privées. Voilà. Et enfin, on a l'affaire du débat. Et ben, c'est le public reprend du poil de la bête via sa capacité de censure. Les réseaux qui sont bridés, le noyautage des médias, la limitation des médias indépendants, les plateaux inaccessibles aux citoyens, etc. Donc on voit que dans un sens et dans un autre, il y a une espèce de bagarre qui se passe entre le public et le privé. Et chacun a ses armes. On verra à la fin quelle est en fait la vraie nature de ces armes. L'inversion des valeurs de référence attachées à la sphère publique et à la sphère privée. En fait, et c'est là que philosophiquement ça devient intéressant. Je vais vous lire parce que c'est quand même plus tendu. La sphère publique renvoie aux conditions de possibilité d'une autonomie collective. Elle apparaît comme le lieu du politique, de la liberté, de ce qu'on peut appeler l'action. Celle-ci est héritière de la liberté des anciens, liberté des cités antiques qui se caractérise par une participation active et constante des citoyens au pouvoir collectif. Privilège de quelques milliers de patriciens, cette liberté était un honneur. L'exercice en commun du pouvoir, à l'ère moderne, n'a plus cette connotation aristocratique. De raccourcir. On arrive à la conclusion, et c'est la démonstration de Hannah Arendt qui dit que en fait la liberté avant était attribuée à la gloire et à la vie politique, et la liberté des modernes est maintenant est confinée en fait et ramenée plutôt au sein du foyer. C'est-à-dire que en fait, c'est la vie. En fait, le privé avant, c'était la nécessité, le lieu de la survie, le travail accompli. Il n'était pas question de liberté dans la vie du privé anciennement. Et au fur et à mesure des siècles, on a vu ce déplacement et même cette inversion, c'est-à-dire que la liberté qui était attribuée à la vie de gloire et à la politique, eh ben, elle a quitté cette sphère-là et elle a rejoint, et les gens considèrent que la liberté, c'est de vivre tranquillement chez eux, etc. Dès lors que la vie chez soi, au foyer, n'a plus été qu'une question de vie ou de répondre à des nécessités. C'est la thèse, à la suite de Benjamin Constant, de Hannah Arendt, qui dit qu'il y a une grande mutation, mais je vais essayer d'aller plus vite. Si le privé est évidemment indispensable à l'humain en tant qu'être biologique, ce n'est que la sphère publique, que dans la sphère publique que l'homme se réalise pleinement. Ce sont tous les philosophes grecs qui tenaient pour évident que la liberté se situe exclusivement dans le domaine politique, c'est ce que je vous disais, et que la contrainte est surtout un phénomène pré-politique caractérisant l'organisation familiale privée. Ça, c'est la thèse. Je vais essayer de raccrocher les wagons parce que je voudrais sauter des paragraphes, mais c'est la thèse car dans cette approche moderne, le privé demeure essentiellement le lieu du non politique. C'est-à-dire que même si l'affaire politique reste à sa place dans cette conception et que la nécessité, le foyer restent aussi à leur place, c'est la liberté qui s'est déplacée d'un domaine à l'autre, d'un endroit à un autre. C'est la conception de liberté.
Mais en fait, l'inversé, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, qu'en fait, que même si la liberté s'amuse à changer de domaine, d'endroit ou de référence, ça ne change rien au fait que le politique est toujours le politique et que le privé est toujours le privé. Eh bien, rien n'est moins sûr. Voilà, et là, je me dis que le temps est passé, je ne sais pas, mais là, c'est la chose, enfin, c'est le chapitre le plus important. On assiste à une grande inversion. Via ses prérogatives en économie, le public s'adjuge désormais pour tâche première la gestion de la vie, tâche traditionnellement dévolue à la sphère privée. Et inversement, il n'est plus la sphère de la liberté, de l'autonomie du politique, il est devenu celle de la nécessité. C'est-à-dire que le politique s'occupe de la nécessité, c'est un gestionnaire. Le public, je veux dire, mais le politique, j'attribue les termes, je les adjoins. À l'inverse, le privé se trouve investi d'enjeux politiques forts. C'est là que se jouerait désormais la conquête d'autonomie, non seulement sur le plan individuel, mais aussi collectif. Et on va arriver à la notion d'empowerment du privé et qui va challenger le public d'une certaine façon. Alors, vu comme ça, on se dit c'est super, Jean-Charles va vous annoncer un truc super, mais vous allez voir que c'est pas si rose. Donc, on arrive à des inversions véritables. C'est même plus de l'hybridation. Donc, d'un point de vue du pouvoir, on a la privatisation du pouvoir public. C'est-à-dire que le pouvoir public, on l'a vu tout à l'heure avec l'hybridation, on a la managérialisation des fonctions législatives, exécutives et judiciaires. Tout se passe comme si désormais la fonction politique se limitait à gérer, à vue, des problèmes relatifs à des dossiers techniques. La question du sens est évacuée au bénéfice de l'urgence et non du pragmatisme. L'État se place finalement dans une fonction de garant de la survie de l'espèce, fonction dévolue anciennement à la sphère privée, et non plus dédiée à l'autonomie de la nation et à son épanouissement moral et matériel. Ainsi, en bon gestionnaire, l'État se soumet aux règles du marché qui lui impose en principe de choisir le prestataire le moins disant, multiplie les artifices comptables pour sortir du giron de certaines dépenses publiques en vue de se les soustraire au carcan budgétaire européen. Bon, c'est des illustrations. Il est en bon gestionnaire, mais en bon entrepreneur. Il cherche à attirer des investissements sur son territoire. Il en vient même à accepter la juridiction de tribunaux arbitraux, comme on a vu dans certains traités qui n'ont que faire avec la souveraineté. En bon co-contractant, il consent à des clauses de confidentialité sur des sujets qui, tels la fourniture des vaccins dans le cadre d'une pandémie, engagent pourtant l'intérêt de tous. Il est aussi un bon manager. L'État vise avant tout l'efficience de son action, en témoigne la montée en puissance d'indicateurs, des benchmarks, etc. Voilà. Aussi la contractualisation de la justice pénale. Parfois, on arrive à des deals de justice, pas forcément toujours en France, mais voilà. Ensuite, enfin dépouillé des attributs de sa souveraineté, il réduit au statut de simple sujet de droit, il est réduit, l'État, et se voit désormais reconnaître des droits fondamentaux. Voilà. Mais la trace la plus tangible de cette conversion au New Public Management réside sans doute dans la délégation toujours plus importante de missions d'intérêt général à des entreprises commerciales. Celle technique de gestion des services publics a fait naître dans son sillage un dégradé de partenariats public-privé, les PPP, soumis à des degrés divers aux impératifs du droit de la concurrence et aux libertés économiques de la circulation. Sans surprise, la lutte contre la pandémie s'est révélée propice au renforcement de ces nouveaux tropismes. Pour n'évoquer que la mesure la plus emblématique de ce processus, l'habilitation d'opérateurs privés, restaurateurs, cafetiers, services de sécurité dans les dancing, etc., pour contrôler le pass sanitaire. Et là, on en vient à la limite, en fait, à la publicisation de la sphère privée. À partir de cette charnière, on voit que c'est le privé qui hérite de missions
un processus qui se joue en sens inverse, qui voit l'individu investi de missions jadis assumées par la sphère publique. Tout se passe comme si désormais, accaparés par leurs impératifs gestionnaires, forcés d'exécuter une partition écrite par d'autres mains, l'Europe, les marchés, les experts, les mandataires publics, laissaient aux citoyens le soin de combler par et pour eux-mêmes le rôle politique qu'ils n'investissent plus. Alors là, donc la liberté privée se réduit plus à l'indépendance individuelle chère au libéralisme politique. Elle n'est plus seulement cette liberté négative qui permettait aux bourgeois de vaquer à ses intérêts personnels dans l'ignorance de la chose publique. C'est une sorte de liberté passive, si négatif ne convient pas. Mais on jouissait de sa liberté en dehors du politique et chez soi, et on pouvait ignorer tout ce qui se passait dehors. Alors, mais on assiste aussi encore à un nouveau niveau de mutation. On a donc les anciens qui ne voyaient aucune liberté dans la sphère privée, orientés exclusivement vers les contraintes et la survie. Donc ça, c'était ce que je vous ai dit sur les anciens. Ensuite, on a la liberté des modernes, décrite par Benjamin Constant. C'est construite contre l'agir politique, contre la sphère publique, contre la les Américains, les Texans, etc. Moi, c'est mon droit, j'ai le droit d'avoir une arme, tout ça, etc. Donc, c'est une espèce de liberté des modernes qui met un rempart entre la liberté, enfin l'efficience du public et sa liberté personnelle. Mais on arrive à une nouvelle, et on va la voir intervenir plusieurs fois, de nos jours, la liberté des post-modernes se voit lestée d'enjeux collectifs, grévés d'attentes et en termes d'autonomie, de liberté positive, entre guillemets. En fait, le terme utilisé, je vais l'utiliser parce que c'est plus pratique, un empowerment, dit-on aujourd'hui, de responsabilité sociétale. C'est-à-dire qu'on est parti d'une liberté qui était donc confinée aux politiques, etc., à cette gloire. On est passé par une espèce de liberté égoïste, liberté passive, qui a été la liberté moderne, et on arrive maintenant à une espèce de liberté des postmodernes, c'est-à-dire en fait on arrive à une revendication, à une tentative de prise de pouvoir, en tout cas de prise en main des missions publiques par des entités réputées privées. Alors, cet empowerment surgit avec la multiplication de la médiation entre les justiciables censés forger leurs propres solutions en matière de différends familiaux, l'apparition de deals de justice en matière pénale, fiscale, en droit de la concurrence et même en droit de la sécurité sociale, au point que le condamné ou le prévenu devient parfois le co-auteur de sa propre peine par le biais de contrats. Voilà. L'empowerment encore avec la figure du consomme-acteur, favorisé par les pouvoirs publics, qualifié de partenaire, épaulé par le logos durable interposé, des citoyens s'associent au sein de coopératives locavores, de confections artisanales ou de collectifs écologiques en tout genre pour réaliser des ambitions authentiquement politiques. Donc après, et est-ce que ces mouvements ne sont pas anecdotiques? Mais ça, on peut le commenter et le voir plus tard. Les citoyens sont également renvoyés à eux-mêmes, investis d'une quête de bonheur, tenus de scander l'injonction sociale, s'éloignant de fait de la rive collective au bord d'un esquif auto-personnel et sommés de construire son propre état solitaire en définitive. Ce surinvestissement de la sphère privée ne touche pas seulement les individus. Donc, à l'heure de la responsabilité sociale des entreprises, les multinationales sont à leur tour sommées d'exercer leur liberté dans un sens conforme au bien commun, non seulement chargées de faire respecter le droit en vertu d'un devoir de vigilance, elles sont également appelées à définir leur politique en matière de développement durable, etc. Mais ça, on l'a déjà vu dans l'hybridation. Et je vais aller vite là-dessus. On notera qu'à l'initiative de la Commission, les géants du numérique, Twitter, Google, Facebook, etc., ont conclu un code de bonne pratique contre la désinformation. Chaque participant s'engageant à prendre des initiatives, les déréférencements, les fermetures de comptes, qui lui apparaissent nécessaires pour lutter contre la diffusion des fausses nouvelles et à en faire état chaque année dans un rapport public.
On en a vu les effets dans le programme sur le Covid-19 et la censure qui en a découlé. Donc on peut effectivement, et je passe vite la réflexion du fait qu'on se demande qui sont-ils pour juger eux-mêmes de la qualité haineuse de tel ou tel discours. On connaît la consternation qui correspond à cette affaire. Ensuite, ces pratiques illustrent un impressionnant passage de témoins qui ressemble parfois à une démission du public au profit du privé, au point que les acteurs privés prennent à leur compte la mission éducative, voire civilisatrice de leurs contemporains, mission que les États semblent désormais négliger, peut-être à dessein. Là, c'est toute la partie de l'axe de pouvoir. On a aussi les affaires d'espace public, la privatisation de l'espace public. Force est d'observer que nos villes, transformées en centres commerciaux géants, ne laissent plus qu'une place congrue à l'espace public authentiquement libre. Donc, on va vite passer sur les affaires de les parcs-mètres. Les trottoirs sont attribués à des concessionnaires, les concessions d'autoroutes privatisées avantageusement, la construction des parkings souterrains qui, elle aussi, c'est confier des missions, de l'espace public à des promoteurs. Ensuite, par exemple, aussi l'extension des terrasses des restaurants sur les trottoirs qui sont monétisés. En fait, ces autorisations, c'est un rapport d'influence entre le public et le privé. L'aspect visuel aussi, les affiches publicitaires, etc., dans l'espace privé, dans l'espace public. Il y aurait également beaucoup à dire sur la valorisation patrimoniale de la culture et de l'histoire, ou sur l'exploitation des espaces publics naturels. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, on va donc sous-traiter les gestions des musées et donc des sites patrimoniaux. Ainsi, dès lors que l'espace public peut être envisagé comme une ressource économique, les clés sont confiées au privé. Dès que ça peut rapporter de l'argent ou monétiser d'une façon ou d'une autre, on le donne ça au privé. Par contre, la puissance publique réside de surveillance des personnes. Et là, donc, on a tout le laïus sur les caméras de surveillance, sur la voie publique, l'institution de sanctions administratives communales, telle que témoigne de cette volonté de contrôle, la lutte contre la pandémie a atteint un paroxysme, etc. Bon, on a aussi donc le port du masque, les couvre-feux, l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique, les masques assis debout, etc. Ça, c'était la pandémie, mais on a aussi sur d'autres registres la régulation du port du voile, ou de l'ICAB, etc., l'interdiction des espaces semi-publics comme interdit, le voile est interdit dans les espaces semi-publics comme les écoles ou dans les hôpitaux à partir du moment où on est salarié de l'hôpital, de l'institution publique. Et puis donc, il y a toute cette affaire de tenue vestimentaire. Par contre, on a aussi la publicisation des enceintes privées. Donc, on a aussi une tendance au dévoilement de l'espace privé, un dévoilement contraint au nom de l'intérêt public et d'objectifs et de prétextes sécuritaires. On a la protection de la santé, autorise l'État gestionnaire à porter le regard sur des parties intimes, à les dévoiler, à les réprimer. Donc, la régulation intime, non pas pratiques intimes, pardon, pas parties intimes, pratiques intimes. La régulation de la consommation de tabac dans les restaurants, dans sa voiture, dans les magasins, etc. Donc là, on régule le tabac. Il y a le tabac et puis on a vu ce que ça a donné pour la pandémie. Donc là encore, le public rentre dans des lieux privés. Et puis, il va interdire des soirées, des cérémonies de mariage, des enterrements, restreindre la liberté de circuler ou de voyager. L'accès au territoire tel ou tel peut donner lieu à des questionnaires intrusifs à propos des mœurs recherchées ou acceptables de la personne ou de la famille sur la sellette. Pour immigrer en France, etc., on va demander, par exemple, si le gars se dit homosexuel, persécuté dans son pays, on va lui demander de prouver qu'il est homosexuel. Disons qu'on a énormément de choses. Ça va aussi arbitrer sur les supposées discriminations dans les entreprises, les commerces,
commerces ou les entrées de boîtes de nuit, sur les objections de conscience dans les établissements de santé, le respect du bien-être animal dans les élevages ou les abattoirs. Donc, il y a certaines mesures qu'on peut tout à fait trouver justifiées, mais on voit que le public est à même de pouvoir rentrer dans l'espace privé. Bon, voilà. Et c'est donc, c'est même de plus en plus admis. C'est-à-dire que ça nous atteint intellectuellement et on ne se repose même pas la question lorsque ça apparaît. Et ensuite, la fiscalité. Alors là, la fiscalité, c'est la porte d'entrée béante de l'instance publique dans le domicile même des personnes. Au nom de la fiscalité et de l'attribution de l'impôt ou des taxes, la sphère publique entre de plein pied dans les foyers. Qu'il soit rationnel que le fisc en connaisse de la composition de la famille imposée et des revenus dont elle dispose, il y a une somme vertigineuse de renseignements qui s'est ajoutée et surajoutée, permettant une intrusion problématique dans l'intimité des personnes. Cette collecte de données n'a que très peu à voir avec la stricte imposition ou la stricte taxation. On se moque parfois de l'impôt émis selon le nombre de fenêtres présentes sur la maison des contribuables du Moyen-Âge, mais il faut savoir que ce critère fut reconnu et utilisé au nom du respect de la vie privée et du droit de propriété. C'est-à-dire que le seigneur ou l'administrateur à l'époque ne se sentait pas la qualité, la capacité ou le droit d'entrer chez les gens. Donc, pour taxer ou imposer les gens, il choisissait un critère, c'était le nombre de fenêtres. Voilà. Et on voit à quel point on a complètement oublié cette façon de voir les choses. Cette préoccupation éthique n'a définitivement plus cours dans l'esprit des décideurs et même des citoyens contemporains. Et on arrive à l'empowerment de l'espace public. Comme on l'a vu au sujet du glissement du concept de liberté des anciens, la chose politique, au monde moderne, sphère privée, puis au postmoderne, l'empowerment du privé vers le public, l'espace public était pour les anciens le lieu de l'expression des gloires et des libertés. Puis pour les modernes, la jouissance du logis sur le mode cocooning, le vivre heureux, vivre caché, derrière les murs du foyer, devenu lieu de liberté et de gloire personnelle, parce que signifiant aussi la réussite et l'autonomie. Les postmodernes, eux, réinvestissent l'espace public sur un mode revendicatif et d'affirmation identitaire. Le les anti-vax, les manifs pour le climat, les gay pride, les cycloparades féministes participent d'une repolitisation à rebours de l'espace public, comme si tout l'espace était devenu un lieu de pouvoir. La plupart de ces éruptions sont de nature sectorielle, porteuses de revendications de reconnaissance de groupes invisibilisés, canalisés par des associations et des collectifs privés. Ces dynamiques d'empowerment, même nanties d'une conscience militante forte, restent des phénomènes relevant de préoccupations privées, parfois relayées par une partie du monde politique. À noter que si l'empowerment cesse d'être un mouvement qui porte des préoccupations privées sur la place publique et relève d'une revendication plus globale et donc authentiquement publique, celui-ci est réprimé à la mesure de sa prétention. C'est-à-dire dès lors qu'on n'est plus une petite partie du privé, mais qu'on revendique être la totalité du privé, on devient une cible pour le pouvoir, et on l'a vu pour les Gilets jaunes. Voilà. On voit que ce chassé-croisé entre la privatisation de l'espace public et la publicisation de la sphère opportuniste. On a la même démarche, et peut-être que là, il est 14 heures, je suis très long, mais on a la même démarche et le même point de vue sur débat public et options personnelles. Si vous voulez, je ne sais pas, je vais peut-être m'arrêter. On assiste, et aussi intérêt général et intérêt privé. J'en viens tout de suite parce que franchement, je suis vraiment très long. En fait, à ma conclusion, mais le survol de cet enchevêtrement, je parle donc de l'enchevêtrement, l'hybridation et inversion des choses sur la base des libertés, montre qu'au détriment des grands idéaux de l'homme, mais le survol de cet enchevêtrement montre qu'au détriment des grands idéaux de droits de l'homme, des droits naturels, de la noble philosophie, ce sont deux diptyques qui creusent le principal sillon à l'intérieur de cet enchevêtrement, dont je parle un petit peu plus haut, mais bon, je vais plus vite. En fait, ce qui se passe, c'est que tout se passe au niveau des sillons,
liberté, sécurité, premier diptyque, et le deuxième diptyque, intérêt économique et désintéressement et biens communs. D'ailleurs, on a ces deux diptyques qui font que les hybridations et les inversions se déclarent. Bon, je vais m'arrêter là. Je peux, parce que ma conclusion va encore ne pas être, elle va encore demander un quart d'heure, 20 minutes. Donc, je vais m'arrêter là et je reprendrai cette démonstration à partir de l'affaire du débat public et de l'opinion personnelle, si vous le voulez bien, pour terminer et arriver. En fait, ça m'a fait sourire tout à l'heure, comment Luc parlait de barbarie. En fait, ça se termine là-dessus, mais ça, je suis en train de vous spolier la fin. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci Jean-Charles de cet exposé très détaillé. Effectivement, il faudra que tu poursuives, je crois, effectivement, par ta conclusion. Ce que je propose, donc, c'est qu'on fasse une troisième partie sur ta conclusion, peut-être sur des prolongements, parce que moi, ton discours me donne envie, en fait, de prolonger, peut-être de creuser encore plus cette question distinction privée-publique. Mais donc ça sera l'objet d'une troisième, voire d'une quatrième partie. Ce que je propose, c'est que nous réagissions, Christian d'abord, puis après moi, sur ce que tu as dit aujourd'hui, mais de façon relativement courte, sachant que nous aurons d'autres émissions pour creuser un peu plus profondément. Ah, il y a carrément un sujet de livre, hein, quasiment. Hein, Voire de plusieurs. Christian. Ouais. Quel était le titre de l'exposé? C'était quoi le titre? Alors, c'était la distinction entre au départ, entre le privé et le public. Je me souviens que dans ma première intervention, premier exposé, j'avais essayé de me focaliser uniquement sur le droit public et le droit privé. Et tu m'avais fait la remarque que tu pouvais étendre la chose. Bonne question. Voilà. Droit public, droit privé. Moi, je pense, alors c'est du très gros travail dont il faut saluer, hein, la documentation, les ressources qui nous sont exposées, toute une série d'exemples extrêmement intéressants qui témoignent en fait de la façon dont la société fonctionne aujourd'hui. Si on se réfère à l'exposé de la différence qu'il y a entre le droit public et le droit privé, différence que tu balayes, me semble-t-il, en disant qu'il y a plutôt immixtion que différence. Je pense qu'il y a une confusion que je pointe assez souvent entre la chose réellement juridique, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle du droit, hein, et puis tout ce qui concerne, on va dire, l'exécutif, hein, les commandements opérationnels, la façon dont les gouvernements décident, etc., qui ne sont pas forcément du droit. Voilà. Bon. Donc il y a déjà là quelque chose, il faut savoir exactement, est-ce qu'on parle... Bon. Alors, si on reprend les définitions qui me semblent peu contestables, qu'on avait données lors de la première édition et que tu as repris en exergue de cette seconde édition, c'est que le droit public est un ensemble de règles, constitue l'ensemble des règles qui régissent les relations, donc finalement les conflits, entre des individus et l'État. Alors je dis État. J'ai été frappé par le fait que dans ton exposé, tu n'as pratiquement jamais prononcé le mot État. Je pense que tu l'as prononcé une fois. Or, tu ne parles que de l'État. Bien. Alors, donc, je vais y revenir, parce que je pense que c'est ça le centre enfin, en tout cas, c'est le centre de ce dont je veux parler. Si le droit public, c'est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre le citoyen et l'État, parce que le pouvoir public, c'est l'État, c'est-à-dire la machine État. Bon. Et puis, le droit privé, c'est l'ensemble des règles qui régissent les interactions entre les individus eux-mêmes, hein, donc les litiges,
Et de ce point de vue-là, bon, il me semble que déjà, on met quelque chose d'assez clair et on parle droit, on parle juridique. Et j'avais indiqué, d'ailleurs, lors de la première, que pour moi, tout ça, c'était du droit. Hein, c'était du droit pareil, que ce soit du droit public, du droit privé. Il y a des règles qui disent, voilà ce qu'un citoyen a le droit de faire vis-à-vis de l'État, et voilà ce que l'État a le droit de faire vis-à-vis d'un citoyen. Ça, c'est du droit. Il suffit de l'écrire, c'est du droit. Et ensuite, c'est appliqué ou c'est pas appliqué, c'est jugé, bien jugé, mal jugé, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Bon. Et et puis donc concernant les relations entre les individus, on va trouver ça notamment dans le Code civil. Alors ensuite, toi, tout ce dont tu as parlé, essentiellement, en fait, c'est l'interface État-citoyen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans une société? Bon, et l'interface État-citoyen, bah, écoute, l'interface État-citoyen, c'est la base de l'organisation sociétale. Bon, et effectivement, c'est le droit qu'il écrit. Le droit écrit, notamment le droit constitutionnel. Il écrit, alors le droit constitutionnel, en principe, il est là pour écrire le droit constitutionnel est là pour écrire les principes fondateurs duquel vont découler des lois ordinaires, des lois plus précises, qui décrit les relations entre le citoyen et l'organisation étatique. Et tu as dit un petit peu plus loin, parce que, bon, j'ai noté plein de choses, mais ce serait anecdotique de traiter chaque élément que j'ai relevé, mais il y a quelque chose qui me paraît important, c'est, tu dis, l'État aujourd'hui se place comme un garant de la survie de l'espèce, alors qu'en fait, c'était le rôle de la sphère privée. Alors, je ne veux pas laisser passer un truc comme ça, c'est exactement le contraire. D'ailleurs, Hobbes dit bien que l'État n'existe, n'est valide, en tout cas n'est souhaité par le citoyen que s'il lui garantit la sécurité et la survie. Sinon, il n'y a pas besoin d'État. Sinon, c'est l'État sauvage, et bon, on se débrouille. Voilà. Mais à partir du moment où l'homme commence à, disons, avoir la peur bon, eh bien, il a besoin d'un État pour le sécuriser. Donc l'État, c'est pour ça qu'il est aimé ou qu'il est craint, en tout cas, et qu'il est obéi par les citoyens, c'est parce qu'il lui garantit sa sécurité. Bon. Et donc, alors ensuite, donc après, tu dis, il y a immixtion. Alors, moi, je vais traduire. Il y a immixtion, oui, de l'État, du domaine de l'État, dans le domaine du citoyen. Bon, il y a immixtion. Alors, mais tu sembles dire qu'il y a immixtion dans les deux sens. Non, il n'y a immixtion que dans un seul sens, à mon avis. C'est l'État qui s'occupe de tout. Bon, alors, tu dis, non, tu cites toute une série d'exemples extrêmement intéressants de l'immixtion du privé dans l'État. Alors, bon, je dirais que c'est un biais. C'est un biais de façon de dire. Lorsque tu cites, par exemple, les parcs-mètres, ou on va citer plus globalement les autoroutes. Hein, bon, l'État, il y a l'immixtion du privé dans l'État, mais c'est pas du tout ça. C'est l'État qui sous-traite. L'État reste patron. Il reste patron parce qu'il est législateur. Du jour au lendemain, il dit tiens, moi je vous interdis de faire ça. Donc le patron reste, l'État reste en permanence maître du jeu. Il faut bien comprendre que c'est l'État, c'est pas le citoyen. En démocratie directe, oui. Mais là, dans notre système actuel, système mondial, c'est l'État qui est tout le temps maître du jeu. Et lorsque il sous-traite les parcs-mètres ou qu'il sous-traite à des sociétés d'ailleurs qui sont contrôlées en partie par l'État, mais ça, bon, c'est encore un autre détail. Bon, c'est-à-dire qu'il y a immixtion. Lorsqu'on dit le privé s'immisce dans l'État, il faut voir comment sont gérées ces sociétés privées. Ils sont gérées, avec des capitaux d'État, avec des subventions, etc. Bon, bref. Aujourd'hui, s'il faut faire un tableau, si j'avais à faire un tableau des relations entre l'État et le citoyen, je dirais l'État à 99%, et le citoyen à 1%, voire 0%. Voilà. Donc, ce n'est pas une mission, c'est une sous-traitance. Il ne faut pas se tromper. Et
Et donc, alors après, c'est vrai qu'on attend la conclusion. Ah. On attend la conclusion de ça. Alors, moi, je la donne la conclusion. Hein. C'est que on a aujourd'hui. Non, ah ben non, la prochaine fois, la prochaine fois. Non, mais on va voir sa conclusion et puis on va voir après. Je donne mienne. Bon, si on a des droits privés, droits publics, tout ça, je dirais c'est un habillage. Hein. Il y a en réalité un patron, c'est l'État, qui a tous les pouvoirs, et le citoyen qui n'a aucun pouvoir. Bon. Et donc, tout le droit est écrit, le droit aussi bien au niveau du droit constitutionnel que des 74 juridiques, des 141 règles coercitives. Bon. Tout ça est écrit afin de donner effectivement tous les pouvoirs à l'État et aucun. C'est pas de. J'entends souvent, il faut redonner le pouvoir citoyen, mais il n'y pas de redonner, il n'a jamais eu le pouvoir citoyen. C'est de donner le pouvoir citoyen. Que le citoyen prenne le pouvoir, c'est-à-dire écrive le droit de son intérêt à lui. Alors qu'aujourd'hui, le droit a été écrit par les vainqueurs, par les dominants, par ceux qui maîtrisent, dans l'intérêt, bien entendu, de l'État. L'État étant rien d'autre que, disons, une association de malfaiteurs, des plus grandes puissances industrielles et financières, voilà, et ça s'appelle l'État. C'est tout simplement, disons, un aéropage de VRP, de mandataires, qui sont au service de ces grandes puissances financières. Et quand on dit ça, finalement, on comprend toute la logique de la façon dont le droit est écrit. Public ou privé. Merci Christian. Bon, je vais également apporter ma petite contribution, puis on en restera là, puisque on poursuivra la prochaine fois. Si vous êtes d'accord. Ouais. J'aimerais quand même répondre un peu, très rapidement à Christian. Allez, vas-y. Oui. C'est vraiment nécessaire. Il n'y a pas eu de critique, aussi sur le public-privé, mais peut-être que je vais éclaircir ça. Oui, vas-y. Dans ma contribution, je dirais. Moi, je dirais que là où je suis d'accord avec Christian sur ce qu'il dit, sur tout ce qu'il a dit dans la dernière partie, et bien sûr, c'est le public qui impose, mais l'État, puisque le public au sens de la collectivité publique, qui impose sa totalité. Mais, et c'est là où ils sont très forts, et c'est là, je dirais, toute l'astuce de la fabrique du consentement, c'est que l'on nous fait passer cela pour de la bidirectionnalité. C'est-à-dire que c'est au nom des intérêts individuels, privés, etc., qu'on va vous vendre en définitive une restriction des libertés, une intrusion toujours plus grande de votre, et une exposition toujours plus grande de ce qui devrait relever de votre vie privée à l'extérieur. Et tu l'as cité, Jean-Charles, toutes ces manifestations, cet empowerment du privé, mais c'est un faux empowerment. C'est la fin de ma démonstration. Voilà, c'est un empowerment justement qui est une tarte à la crème, qui est une tarte à la crème LGBT, minorité, etc., père contre fils contre père, pardon, femme contre homme, etc. Toujours opposer en définitive le privé pour que justement l'espace politique ne soit plus occupé justement par des organisations publiques, des organisations politiques. Tout est là. Et tout est là pour forcer cette il y a une... essai, ça s'est arrêté, ça s'est figé, vas-y. Essai. J'ai des coupures de réseau, je ne sais pas pourquoi depuis hier c'est comme ça. Et ça dure 1 seconde à peu près. Oui, voilà. Donc ça sera également dans l'enregistrement malheureusement. Donc il y a véritablement une volonté là-dedans qui a pris son essor dans la contre-révolution de mai 68. Hein. C'est là où ça a décollé toute cette idéologie du désir et de l'opposition et de l'atomatisation, de l'atomisation des sociétés. C'est Michel Clouscar a très bien décrit cela. Et donc,
tout cela, en définitive, parce que derrière, il y a un Deus ex machina, qui au fond permet justement de débrouiller dire mais ça va dans un sens, ça va dans l'autre, etc. Tout va toujours dans un sens fondamental. C'est l'intérêt de cette classe dominante, de cette classe bourgeoise dominante, qui est de promouvoir la marchandisation et de généraliser la marchandisation justement de tous les espaces et de ce qui devrait normalement relever du privé justement. Donc je dirais tout va dans cette direction, toutes ces violations, y compris de plus en plus flagrantes des vidéosurveillances de la vie privée justement. Tout ça va en définitive, c'est pas vraiment une bagarre, hein, moi au sens, je dirais que c'est une tendance qui va vers toujours plus d'autoritarisme. Hein. On interdit des arrestations préventives, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, des arrestations préventives? Ouais. Enfin, qui va de l'autoritarisme et avec une masse de données tellement grande qui va vers du totalitarisme. On est vraiment sur cette trajectoire. Ce n'est pas une dérive pour moi, c'est véritablement une trajectoire. Je vais même en parler encore ce soir dans une émission. Oui, la barbarie. Mais c'est de la barbarie. On arrive. C'est ma conclusion de toute façon. Et en fait, il y a deux axes. Excuse-moi, mais il y a deux axes. En fait, les victoires dans cette espèce de scénario factice, et tu l'as bien dit, parce que en fait, ma conclusion, c'est ça. Dans cette espèce de scénario factice d'opposition publique-privée, le public gagne ses victoires entre guillemets sur le thème sécuritaire, c'est pour votre bien, et le privé gagne ses victoires sur le rapport économique, sur l'intérêt économique. C'est-à-dire, d'un côté, on a la sécurité qui avance avec le public et la main basse économique qui avance avec le privé. Mais le privé, à l'intérieur du privé, il y a deux parties. Il y a le citoyen et les entreprises. Et donc c'est là que ça se passe, enfin qu'il y a une confusion totale en fait à la suite de tout cet exposé, c'est-à-dire qu'on a donc des intellectuels qui opposent public et privé, mais il y a un corps intermédiaire qui a son importance, c'est les grosses entreprises, les grandes entreprises et la caste dirigeante de ces entreprises. Et c'est ça qui vise absolument tout le système et toute la machine. Et vous avez un peu deviné le parti que j'aurai sur la fin de la démonstration. Voilà. Très bien. Bon, je propose qu'on en reste là. Et puis peut-être que sur donc la troisième partie, on ouvrira sur faut-il qu'est-ce qui devrait peut-être distinguer le privé du public? Faut-il l'inscrire dans une constitution? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est même contre-productif, au contraire? Eh bien, nous en débattrons lors d'une troisième partie. Merci, messieurs.